Chers spectateurs de Kurdistan Win, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série podcast intitulée Le Retour au pays. Bonjour Dylan, Bonjour Armange, comment vas-tu? ça va très bien et La toi? dernière fois, très bien, merci beaucoup. Donc Dylan, on poursuit notre série consacrée au retour, donc intitulée Le Retour au pays. Donc on va continuer de parler un petit peu de l'Irak. Aujourd'hui, un épisode qui va être consacré au sectarisme en Irak, au sectarisme, aux différentes populations, aux guerres civiles. À la guerre civile, j'entends bien sûr surtout celle après 2003 et la chute du régime Baas. Donc un épisode consacré à cela aujourd'hui. Exactement, on va parler notamment de cette guerre qui a opposé les chiites et les sunnites dans notre pays au milieu fin des années 2000, mais également des sources de l'origine de ces conflits, de l'impact que ça a pu avoir sur le pays et finalement de comment le pays a pu se relever, se reconstruire après cet épisode tragique de l'histoire récente de l'Irak. Voilà, donc guerre on parlait des racines de cette guerre. Donc comme on l'a vu un petit peu dans l'épisode précédent, mais surtout comme on va le voir aujourd'hui et dans les épisodes qui suivent. Donc l'Irak, c'est un pays très divers. On avait abordé ça quand on parlait des identités irakiennes. Donc le pays est à majorité chiite depuis sa création, en réalité. Les chiites représentent quelque chose comme 60% de la population. Donc les chiites arabes, bien sûr. Les Arabes étant de toute façon majoritaires. Donc parmi les Arabes, les chiites sont majoritaires. Les chiites, c'est 60% sur l'ensemble de la population irakienne, à peu près. Voilà, donc c'est à peu près les chiffres qu'on a. Les chiites étaient majoritaires dès la création de l'Irak, mais n'avaient pas le pouvoir. C'est la minorité arabe sunnite qui a toujours eu le pouvoir en Irak jusqu'à 2003. Donc d'où un petit peu aussi ces ressentiments. Les chiites ont toujours été exclus du pouvoir C'est en ça. Irak. Et ce qui est intéressant, alors il y a pu y avoir des chiites qui ont participé au pouvoir, au processus politique, qui ont eu des responsabilités politiques, mais les leaders, même dès la monarchie, étaient des leaders sunnites. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a pu avoir une frustration qui s'est développée. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avant même la création de l'Irak, si on regarde l'histoire un peu plus ancienne, on a toujours été un carrefour de civilisation, un carrefour d'ethnie et de religion. On prend les peuples sémitiques et les peuples plutôt persans, indo-européens, on est exactement au milieu. Si on prend le monde chiite et le monde sunnite, on est également entre les deux. On est un des rares pays à avoir une grosse composante des deux. On a également bien sûr les Assyro-Chaldéens syriaques. On a évidemment toute une partie de la population kurde du Moyen-Orient, de la Mésopotamie, qui vit dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Et on a bien sûr plein d'autres ethnies, d'autres minorités. On a les Yézidis, les Chabaks, les Mandéens, notamment dans le sud de l'Irak. Et finalement, même sous l'Empire ottoman et bien avant, cet espace, ce territoire, cette partie du monde a toujours été diverse, ce qui crée bien sûr des tensions, des hauts et des bas, des périodes de paix, des périodes de guerre, des empires qui s'affrontent, des volontés parfois opposées qui s'affrontent aussi dans cette partie du monde. Voilà, effectivement. Donc tu parlais de la période pré-création de l'Irak. Pour en revenir aux chiites, à l'époque ottomane déjà, ils étaient un petit peu mis de côté, un petit peu, comment dirais-je, Pas forcément marginalisé, mais en tout cas un peu quand pas même, voilà, pas au exclu pouvoir. en tout Oui, cas des processus politiques. Donc les chiites étant à cette époque-là, enfin vers la fin de l'Empire ottoman, en faveur de la Constitution et également dans l'Empire perse, mais ici notamment parce qu'ils étaient persécutés. La création de l'Irak, donc début des années 1923, je crois, l'indépendance. Mais en tout cas, donc la création du pays par les Britanniques, par Sir Percy Cox et Gertrude Bell, qui a elle-même dessiner les frontières du pays. au lendemain de la dislocation de l'Empire ottoman, c'est Voilà, ça. sur les ruines de l'Empire c'est ça. ottoman. Donc, à l'issue de la Première Guerre mondiale et de la défaite de l'Empire ottoman, donc cet État est créé. Les chiites sont majoritaires. Et les Britanniques décident de s'appuyer sur la minorité sunnite. Et donc là, il y a une monarchie qui est installée avec la famille des Hachémites et un roi, le roi Faisal Ier, je crois. Qui ne venait pas d'ici, justement, qui venait d'Arabie. Voilà, la famille des Hachémites, toujours au pouvoir en Jordanie, Oui. est originaire, c'est la famille des anciens shérifs de la Mecque. Donc ils arrivent d'Arabie C'est Saoudite, ça. ils sont installés au pouvoir.
les Britanniques s'appuient sur la minorité sunnite qui déjà occupait souvent des postes administratifs voire militaires sous l'Empire ottoman. Et cette minorité sunnite va détenir le pouvoir pendant juste de 1923 jusqu'à 2003, 80 À peu années près, ouais. consécutives, au détriment des chiites et des Kurdes qui sont plus nombreux qu'eux. Et donc ça forcément, et les sunnites, donc, que ce soit sous la période monarchique ou par la suite, suite à la révolution, en tout cas au coup d'État de 1958 et à l'instauration de la République, les sunnites vont en réalité toujours gouverner par rapport à des intérêts aussi de communauté. Même si on se drape de nationalisme arabe, donc les sunnites ont tout intérêt à l'époque à encourager un nationalisme arabe dans un monde arabo-sunnite où ils sont majoritaires en position de force. Et Effectivement, il y avait ce mouvement pan-arabique voilà, qui s'était développé, notamment avec la Syrie, avec l'Égypte l'Égypte à l'époque. Donc, mouvement assez fort qui était pas tant fondé sur la religion, sur l'appartenance chiite-sunnite, mais en sur toile le de nationalisme fond, arabe. voilà, sur un nationalisme arabe ethnique, donc qui excluait déjà les autres composantes Je de parle même cette pas des région. Kurdes, alors Donc ça, évidemment, le les nationalisme Kurdes, arabe, les Assyriens, les Yézidis, et donc toutes les autres tous les composantes non-arabes. étaient exclues. Certains adhéraient finalement aussi à cette identité pan-arabique, même parmi les autres communautés. C'était pas forcément la majorité, mais cette idéologie a pu avoir un impact sur les autres. Et donc, c'était pas forcément clair, ce clivage chiite-sunnite n'était pas forcément clair à ce moment-là, mais comme tu l'as dit, ce panarabisme, en partie, était fondé sur le sunnisme. Mais quelques nuances là C'est encore. non dit, mais Voilà, mais quelques nuances encore. En Syrie, les dirigeants bassistes de Syrie étaient eux-mêmes des alaouites, ouais, voilà, ils sont toujours au pouvoir. qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui et sont donc plutôt chiites que sunnites. Oui, mais du coup, Effectivement. ils sont aujourd'hui sur la ligne iranienne, donc un Aujourd'hui, pouvoir basse dit laïque qui s'allie à la République islamique d'Iran, parce que chiite. Exactement. Donc là, entre-temps, les lignes de fracture et les grilles de lecture ont évolué, Ouais. notamment sur les 20 ou 30 dernières années. Bon, on va revenir à la révolution islamique iranienne de 79 parce que ça a un impact majeur sur les rapports entre les communautés en Irak. Oui. C'est un événement vraiment très très important dans toute la région d'ailleurs. Mais pour en revenir donc au nationalisme arabe, au panarabisme, c'est non dit, mais c'est toujours en Irak, je parle de l'Irak là, Ouais. pour le coup. Dans les autres pays, la question se pose peut-être moins parce qu'en Égypte, les sunnites sont largement majoritaires, Oui, donc la quasiment question pas ne de se posait chiites, ouais. quasiment pas. Mais pour un pays comme l'Irak, on aurait pu penser que ces mouvements-là, nationalistes, panarabistes, auraient pu justement effacer ces divisions religieuses, chiites, sunnites, confessionnelles. Il faut savoir d'ailleurs que le parti basse irakien, à la base, est créé, je crois, par un chiite et par quelques chiites, mais ils sont très vite évincés, en réalité. Ils sont remplacés par des officiers de l'armée ou au sein même du parti basse. À l'époque de Qassam avant, déjà, donc le général Qassam qui est à l'origine de l'instauration de la République en Irak en 1958, donc qui fait un coup d'État contre la monarchie et qui va même éliminer physiquement Qui tue le roi. Ouais. qui va tuer le roi et sa famille. Le général Qassam qui lui est pas sur la ligne panarabiste nationalisme arabe tel que le Baas ou Nasser, il est plutôt un petit peu proche des communistes, donc il est pour une irakicité, un nationalisme irakien, voilà, c'est ça. D'ailleurs il se fera renverser 5 ans plus tard par un coup d'état bassiste, mais déjà le général Qassam évince les chiites. Donc il est pourtant le parti communiste en Irak a toujours été à majorité composé de chiites, des laissés pour compte, voilà. Et déjà le général Qassam fait ça. Donc le Baas qui est encore plus sur cette ligne-là, donc nationalisme arabe oui, mais sunnite. Et c'est le clan de Tikrit qui va prendre le pouvoir très rapidement au sein du C'est parti ça. basse. Et puis après, il y a toujours plein de nuances qu'on peut apporter. C'est aussi des questions sociales, pas uniquement ethno-religieuses. On a aussi tout simplement pas une ségrégation, mais en tout cas une dispersion des catégories sociales et selon la géographie. C'est-à-dire que les chiites étaient plutôt dans le sud du pays et moins citadins,
donc avec un accès moindre aux espaces de pouvoir. Donc voilà, là encore, il y a plein de nuances. Tout à l'heure, tu as parlé des fondateurs du parti Baas en Irak. En Syrie, à l'inverse, c'était un chrétien qui a fondé le parti Baas de Syrie. Et finalement, il y a eu une évolution, c'est ça. Il y a eu ensuite une évolution de ces mouvements-là. Donc, c'est difficile finalement de tirer des conclusions précises du passé parce qu'il y a toujours des nuances et des tendances qui parfois s'opposent. Mais en tout cas, le résultat, voilà, plus tard, c'est ça, c'est ce qui nous importe. En tout cas, il y a des grandes tendances, bien sûr. On peut pas de généralité, Évidemment. mais il y a des tendances qui font les événements, qui font l'histoire. Et ce qui est vrai, c'est qu'une vraie frustration s'est développée au sein de la communauté chiite d'Irak sous le régime de Saddam Hussein. Oui. Et donc jusqu'en 2003. Et les Américains, leur stratégie a été donc de compenser cette frustration, cette mise au banc de la politique en inversant tout simplement les rôles. Voilà. Oui, alors il faut savoir que donc, les chiites ont quand même, pour en revenir à la création de l'Irak, ils combattent les Britanniques, dans la révolution de 1920 contre... alors d'abord, il y a le djihad. Il y a le djihad de 1914 à 1918 contre l'invasion britannique. Donc là, c'est la période de la Première Guerre mondiale. C'est la fin de l'Empire ottoman qui se fait un petit peu sortir du pays déjà, et les Britanniques qui commencent à s'installer. Puis il y a une révolte chiite en 1920 contre le mandat britannique. Donc les Britanniques les ont vraiment les exclus, et puis sont réprimés très violemment par les Britanniques. Ouais. Et ça va rester dans les mémoires. Et à ce moment-là, les chiites vont commencer, parce qu'il y a deux mouvements à l'intérieur du clergé chiite. Il y a un mouvement dit de quiétiste, donc qui ne se mêle pas de politique et de temporel. Après les répressions britanniques des débuts de l'Irak, c'est ceux-là qui vont un petit peu l'emporter. Et donc les chiites vont se sortir de la politique et ne plus trop s'en mêler. En tout cas, le clergé chiite, j'entends les élites. Hein, je ne parle pas du peuple qui est toujours là. Ça va changer avec l'invasion américaine de 2003. Et donc tu parlais de la période bassiste, la répression très très violente de Saddam Hussein. Notamment en 91, au moment du soulèvement des Kurdes et des chiites, voilà. Après la guerre du Golfe, après l'invasion du Koweït, poussée là encore par les Américains qui leur avaient fait comprendre que un changement de régime était possible après cette guerre du Golfe, et qui finalement ont été abandonnés et massacrés en représailles. Ça, ça fait suite à la guerre, donc pour en revenir à l'histoire plus récente. Donc le Baas qui arrive au pouvoir, le clan de Saddam Hussein et les sunnites, donc plutôt même de la région de Tikrit, disons, c'est un pouvoir assez népotique aussi, qui prend tous les pouvoirs. Et puis en 1979, la révolution islamique en Iran, et des religieux qui se retrouvent au pouvoir. Ouais. Donc on a effectivement ce soft power, comme on dit, chiite, qui s'installe pas qu'en Iran, bien sûr, qui a une influence sur l'ensemble du monde musulman, enfin des pays où une composante musulmane est présente. Et même chiite, je dirais. Et chiite. Mais alors d'abord, ça a inspiré les autres pays en disant que l'islam pouvait arriver au pouvoir, l'islam en général. Oui. Et ensuite, il y a eu effectivement cet aspect plutôt chiite du pouvoir islamique qui a été plus prépondérant. Alors, sachant qu'entre 80 et 88, on a aussi cette guerre Iran-Irak qui, dans l'imaginaire collectif, va être une opposition chiite-sunnite, et c'est aussi là qu'on commence à exacerber ces divisions. Alors donc la révolution de 79 qui amène Khomeini et les religieux chiites au pouvoir en Iran va beaucoup, disons, toucher, influencer les pays arabo-musulmans, surtout ceux qui ont des minorités ou voire des majorités comme l'Irak, chiites. Et donc je pense au Liban. Oui. Je pense à l'Irak, au Yémen, et à tous ces pays-là. Et d'ailleurs, dès le début des années 80, dès les débuts de la révolution islamique, on voit la création de mouvements type Hezbollah. La même chose en Irak. Et une des raisons de ce conflit Iran-Irak, c'est Saddam Hussein qui se méfie, qui a très très peur de l'influence grandissante des religieux et de ce que ça pourrait entraîner en Irak, sachant que les chiites sont majoritaires. Et un des éléments déclencheurs de la guerre, en réalité, c'est ça. C'est Saddam Hussein qui revient sur les accords de 75 d'Alger,
sur la délimitation des frontières, mais en réalité, il a très très peur de ça. Et donc, il déclenche la guerre. C'est les Irakiens, c'est Saddam Hussein qui déclenche la guerre contre la jeune République islamique. Guerre qui va durer 8 ans, qui va faire, donc de 1980 à 88, qui va faire 800 000 morts de mémoire, je crois, de part et d'autre. Voire un peu plus. Je Côté pense, iranien, un peu c'est plus. certainement Et sous-estimé d'ailleurs, plus des deux d'un million côtés. côté iranien. Et en Irak, à peu près un peu moins. Mais effectivement, ça a été une catastrophe pour ces deux populations. Oui, pour les deux pays. Donc, guerre qui dure 8 ans, centaines de milliers de morts, pour en revenir aux frontières Au d'avant statu la quo, guerre. ouais. Donc dans cette guerre Iran-Irak, alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de chiites qui vont quitter l'Irak à ce moment-là. Je pense surtout à des leaders politiques et qui sont pro-révolution iranienne et qui sont pour un pouvoir chiite en Irak. Beaucoup vont partir à ce moment-là et s'exiler en Iran. Et beaucoup de chiites, comme tous les Irakiens, vont être appelés dans l'armée et se battre et mourir au combat dans Ouais. cette guerre Ouais. Iran-Irak finalement. Par nationalisme irakien. Et à l'inverse, ceux qui étaient Pas trop le choix non plus, pas trop le choix parce effectivement, que mais sous le régime de Saddam Hussein, il y avait beaucoup, enfin tout le monde était dans l'armée de toute façon, oui, c'est les ça, jeunes étaient c'est ça. appelés, mais il n'y avait pas trop le choix non plus. Exactement. Et aujourd'hui, ceux qui avaient fui l'Iran à l'époque, certains d'entre eux sont des leaders On est aujourd'hui leader en aujourd'hui, 2024. on va revenir Euh, à ces gens-là. Donc voilà, donc la guerre Iran-Irak, l'invasion du Koweït, soulèvement chiite et kurde en 1991, comme tu le disais, poussé par les Américains qui Ouais. font entendre que possibilité de changement de régime, et puis ils se retirent à quelques kilomètres de Bagdad. Et donc la répression sanglante contre les gens qui se sont soulevés, donc les Kurdes au nord, les chiites dans le centre et dans le sud du pays. Alors les Kurdes, on va en revenir à la question kurde peut-être dans d'autres épisodes, mais grosso modo les Kurdes vont bénéficier de la zone d'exclusion aérienne en 1991 et de la résolution 688, si je me rappelle bien, de l'Organisation des Nations Unies. Donc les avions irakiens ne pouvant plus survoler à partir du 36e parallèle, les Kurdes arrivent à mettre dehors l'armée irakienne et puis finalement même à s'entendre avec le régime et à créer une région déjà autonome un petit peu à l'époque, en tout cas qui n'est plus sous le contrôle de Bagdad. Les chiites, par contre, eux, vont subir la répression. C'est ça. Et donc on aboutit à une douzaine d'années d'embargo et l'invasion de 2003, qui a été l'élément finalement déclencheur de tout le chaos qui s'en est suivi. Donc tu as une quasi-dislocation de l'État, pas seulement du pouvoir politique, des structures étatiques, même celles qui n'étaient pas forcément confessionnelles, justement parce que les Américains ont eu cette lecture assez simpliste de c'était un pouvoir sunnite, on va mettre un pouvoir chiite, on va retirer tous les fonctionnaires, tous les gradés, on va les mettre à la porte. Et donc euh, on a mis un coup de pied dans la fourmilière. Et donc ça a tenu quelques mois, quelques années peut-être, mais déjà on sentait les tensions arriver assez rapidement dès 2003. Ouais, c'est très rapide. Ouais. C'est ça, et jusqu'à cette guerre civile. Et si tu veux, avant de commencer à décrire un petit peu le processus de guerre civile, on écoute le témoignage d'un habitant de Bagdad, un Kurde, parce qu'il y avait beaucoup de Kurdes, il y en a encore quelques-uns, mais il y avait beaucoup de Kurdes qui vivaient à Bagdad, et on peut écouter son témoignage sur cette guerre confessionnelle des années 2000, et ensuite on revient pour Très bien. Écoutons le témoignage donc, de ce Kurde donc originaire de Bagdad. Ouais, comme tu le disais, alors, il y a beaucoup de Kurdes depuis très très longtemps à Bagdad et beaucoup ont dû fuir des suites de cette guerre civile qui commence suite à l'invasion américaine. On écoute ça. Écoutons. صراحة السنين من 2006 إلى 2008 كانت سنين صعبة على عموم البلد. كان العالم يخافون يطلعون من بيوتهم، وإذا طلعوا فإنه كانوا يخافون إنه احتمال ما يرجعون أيضا بسبب كثرة التفجيرات وكثرة القتل كان العشوائي، وأيضا كثرة الخطف في ذلك الوقت. هذا الشيء خلق شعور من عدم الأمان، وأدى إلى أنه أغلب الناس تترك البلد في ذلك الوقت. الحمد لله يعني صار تغيير حاليا، الوضع هو أحسن وبدأت كثير من الناس ترجع. لكن هاي السنتين اللي فاتت اللي 2006 و2007
كانت سنين جدا صعبة على البلد عموما. Donc ce jeune homme, effectivement, nous explique l'horreur du quotidien, finalement. Donc les gens avaient peur de sortir de chez eux, et quand ils partaient, pour beaucoup, ils se disaient, il n'est pas impossible que je ne rentre pas chez moi ce soir. Voilà, donc Donc là, il parle de la vie à Bagdad dans ces années-là. c'est Donc, ça, suite à notamment en 2000, 2006-2007. 2006-2007. Ouais, donc c'est sur les exactement. pires années de la guerre civile. De la guerre civile, exactement. Donc il nous décrit cette crainte qu'il y a eu, mais aussi les conséquences sur le pays en général, sur l'émigration. Ce qu'il explique, c'est que la plupart des gens, notamment que lui connaît, il m'avait expliqué ça longuement, mais la plupart de ces gens sont partis sur ces années-là, 2006, 7, 8, en se disant le pays est beaucoup trop dangereux, beaucoup trop chaotique, ce qui était complètement vrai à ce moment-là, pour envisager un avenir là-bas. Donc il y a eu beaucoup de déplacements internes. Ceux qu'ils pouvaient, par exemple les Kurdes, les Assyro-Chaldéens syriaques, les chrétiens, les Mandéens, ceux qui avaient des attaches ailleurs dans le pays ont pu quitter Bagdad. Et puis les autres, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors certains ont quitté le pays, tout simplement. On connaît énormément de gens qui sont arrivés en France ou ailleurs dans ces années-là. Et donc ça a été une grande vague d'émigration, une grande perte pour le pays, puisque effectivement c'est les gens éduqués, les gens aisés, les C'est gens des millions de de gens pouvoir qui sont partis, qui sont partis, ouais, en durant plus de... ces années-là. C'est des millions. Alors, comme tu le disais, il y a beaucoup de déplacements internes. Donc, ceux qui ont pu, ceux qui avaient les moyens, ceux qui avaient des attaches, sont venus par exemple s'installer dans la région du Kurdistan, qui n'a pas connu cette période Oui. d'horreur et cette guerre civile. On reviendra sur le cas kurde une autre fois. Mais Effectivement. beaucoup sont partis dans les pays limitrophes. Donc à l'époque, avant le début de la guerre en Syrie, beaucoup sont partis en Syrie, beaucoup en Jordanie, et ils y sont toujours d'ailleurs, notamment les sunnites là pour le coup. C'est plutôt des arabes sunnites et les anciens, beaucoup d'anciens ont trouvé qui sont refuge, partis là-bas, qui ont effectivement, trouvé refuge là-bas. Et puis beaucoup ont quitté le pays, ont été migrés vers des pays occidentaux, vers l'Europe, etc. Mais alors, pour en revenir à l'invasion américaine de 2003, donc les Américains vont commettre quelques erreurs, mais dramatiques, Voilà, qui peuvent paraître minimes, mais qui ont eu un impact, qui ont eu toujours un impact aujourd'hui sur qui ont le toujours un pays. impact et qui ont un impact sur beaucoup de choses. La plus emblématique, c'est peut-être donc celle de Paul Bremer, qui est L'administrateur temporaire, temporaire de l'Irak, donc qui est un Américain, qui ne connaissait absolument pas le pays. Oui. Et qui dès 2003, je crois, dans le cadre de la débassification du pays, va commettre tour à tour deux erreurs dramatiques. Il va dissoudre le parti Baas. Bon, ça, c'est à la limite, c'est normal. C'est compréhensible. Oui. C'est compréhensible. Et l'autre erreur dramatique, c'est qu'il va dissoudre l'armée. Donc du jour au lendemain, l'armée, la police, et du jour au lendemain, des centaines de milliers de soldats, d'officiers, de policiers, d'agents du renseignement qui sont armés, formés, vont se retrouver au chômage, exclus du système, et dans la nature. C'est ça. Et c'est véritablement le symbole de la souveraineté d'un État. Donc quand tu touches à ces forces de sécurité... Donc les forces de sécurité n'existent plus, les frontières ne sont plus tenues. Le parti Baas avait anticipé de toute manière la chute du régime et avait un petit peu anticipé ça et avait une stratégie. Et là, les Américains les aident beaucoup, enfin leur servent sur un plateau le prétexte, et la guerre va commencer là. Les sunnites comprennent qu'ils sont exclus, les Américains vont traiter avec les chiites, mais qui sont majoritaires, et avec les Kurdes, qui étaient en place et qui avaient déjà un pouvoir en place, et qui étaient plus ordonnés que les chiites. Qui étaient ordonnés, organisés, qui étaient un proto-État déjà à l'époque. Et les sunnites, se sentant exclus du pouvoir, vont sombrer dans l'islamisme et vont arrêter le nationalisme arabe, le pan-arabisme, sachant qu'ils ont perdu le pouvoir et que c'est terminé en Irak. Et sous l'étendard de l'islam vont commencer un djihad.
Et même des mouvements pan-islamiques. Des mouvements pan-islamiques. Pan-arabisme a été remplacé par ce pan-islamisme. Al-Qaïda, le pays, exactement. bien sûr, qui va devenir plus tard l'État islamique à partir de 2006. Donc l'État islamique qui va en Irak, qui va regrouper l'État islamique d'Irak et Syrie. Puis du Levant à partir de 2013. Mais l'État islamique, il faut savoir que c'est 2006 en Irak. Et qui fait la loi la nuit dans toutes les cités, les villes sunnites. Donc la guerre va commencer à partir de ce moment-là. Les sunnites, quand je dis les sunnites, c'est pas tous bien sûr, mais ces anciens cadres de l'armée, ces officiers, ces soldats, rejoints par des djihadistes et un mouvement djihadiste avec de l'argent, des armes qui arrivent d'un petit peu partout, les pays voisins, la Syrie notamment à l'époque, qui a la Syrie pourtant chiite, hein. Enfin en tout cas le pouvoir, en tout cas, va soutenir tout ça, et donc beaucoup d'attentats, des voitures piégées, des attentats suicides qui ont ciblé la communauté chiite, notamment à Bagdad. Et les chiites, en retour, vont former des milices, je pense notamment à Sadr, qui va et combattre les sunnites et combattre l'armée américaine à partir de 2004. Mais cette guerre civile et ce nettoyage ethnique, donc c'est entre chiites et sunnites dans les régions où ils vivent en commun, mais c'est aussi au nord, à Mossoul. Bien sûr. Et alors effectivement, Bagdad est peut-être plus emblématique puisque c'est là où il y avait le plus de brassage ethno-religieux. Mais effectivement, Mossoul a énormément souffert. Il y a eu une très forte présence de ces milices, des assassinats, énormément d'assassinats, des kidnappings. Donc c'est ce qu'expliquait également politique de terrain. Le kidnapping. Et ensuite, on rentre en fait dans un cercle infernal d'attaques, de représailles, de vengeance, et c'est pour ça que ça a mis 2 ans, 3 ans avant de commencer à se calmer. Donc ça va faire des centaines de milliers de morts quand même. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y a des attentats quotidiens, que c'est le pays est absolument plongé dans le chaos, sauf la région du Kurdistan. Mais le reste du pays, c'est en tout cas dans ces zones-là où il y a donc Bagdad, ou les zones où il y a les communautés vivent ensemble. Effectivement. Mossoul, il y aura aussi un nettoyage ethnique absolument énorme. C'est ça. Notamment des Kurdes et des chrétiens. Et, notamment l'assassinat de prêtres, bien sûr, par exemple, mais aussi d'un évêque, qui est un symbole encore plus important à Mossoul. Et puis les gens qui étaient menacés à titre individuel pour quitter la ville, en réalité, c'était l'objectif. Exactement. Donc il y avait un mélange de tout. Il y avait des brigands aussi, disons, des gens qui voulaient simplement récupérer des propriétés et se sont dit on va se lancer dans ce mouvement et profiter de cette pagaille. Affaires, voilà, exactement. Tout est bon pour faire des affaires. C'est ça. Profiter de la situation. C'est ce qui s'est passé. Et donc ça a été terrible, notamment à Bagdad, notamment à Mossoul, effectivement. Cette guerre civile va être sanglante, va faire des centaines de milliers de morts, des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui quittent le pays. Et finalement, ça va aboutir... donc ça se calme à partir de... Enfin, ça se calme. 2008, 9, disons que... 2008, 9, 10... Ça. Et il y a eu notamment les brigades soutenues par les États-Unis, des brigades de l'éveil, du réveil, des brigades sunnites, mais qui étaient contre Al-Qaïda. Donc pendant toute cette période, on rappelle que les Américains occupent encore militairement le pays. Les Américains sont là, ils vont payer aussi le prix fort de cette insurrection, parce qu'ils se font taper à la fois, surtout par les sunnites, mais aussi par des mouvements insurrectionnels chiites, même si cela se calme rapidement, contre les Américains en tout cas. Et donc les Américains, finalement, par cette politique de vouloir réintégrer au jeu politique un petit peu les sunnites, vont réussir, avec un petit peu tout le monde sur place, à calmer le jeu. Et puis 2011, il y a les printemps arabes. Et en Irak, il y a des manifestations, notamment dans les villes sunnites pour le coup, et manifestations qui vont être réprimées par l'armée et dans le sang. Et là, il y a une frustration. Enfin, les sunnites comprennent que ils vont pas réussir à s'intégrer au jeu politique. Il y a un désespoir absolument énorme. Et l'État islamique gagne du terrain, se renforce, et jusqu'à finalement en 2014 prendre le contrôle d'un tiers du pays, grosso modo toutes les zones sunnites, la partie ouest du pays. Sans se battre d'ailleurs, pratiquement sans combat, l'armée irakienne régulière va se retirer. C'est ça. Et le pays divisé en 3.
Oui. Alors, si on revient au témoignage de notre ami kurde Baghdadi, il explique qu'aujourd'hui la situation est bien meilleure. Il a pas mal d'espoir, disons, pour le pays. Et c'est vrai qu'au quotidien, donc, on n'a plus d'attentats, on n'a plus d'assassinats, il peut y avoir des conflits entre milices, mais c'est beaucoup plus limité. Mais dans le même temps, on a toujours cette lecture chiite-sunnite qui perdure, et Bien sûr. notamment du fait des milices qui se sont formées pour combattre l'organisation de l'État islamique. Donc des milices quasi exclusivement chiites, à très très grande majorité chiite, et l'État islamique qui était un mouvement extrémiste sunnite, oui, pro-iranienne, effectivement, ces milices. Donc aujourd'hui, effectivement, le confessionnalisme, le sectarisme s'est réduit, c'est plutôt une bonne chose pour l'ensemble du pays, la population. Alors les gens ne se massacrent mieux. plus. Voilà. Mais effectivement, la grille de lecture persiste, mais commence à s'atténuer. Disons qu'il y a une forme de lassitude qui s'est développée chez les gens. Autant dans les années 2000, il y avait ce sentiment, cette envie de vengeance, et puis finalement, tu vois que la nouvelle génération, elle se dit, bon, ça fait 20 ans qu'on souffre, on a envie de s'éloigner un petit peu de tout ça, de ce sectarisme, et envisager un avenir meilleur pour l'Irak, pour l'ensemble de la population. Est-ce possible? Est-ce possible? Parce que rentrer dans ce système-là, c'est facile, mais en sortir, je ne sais pas si c'est possible, parce que même s'il y a des mouvements, alors tout le monde n'est pas forcément armé, prêt à se battre pour sa communauté confessionnelle, etc. Mais est-ce possible d'en sortir? Aujourd'hui, c'est institutionnalisé en Irak. Le Premier ministre est toujours chiite, le président de la République est toujours un kurde, oui. Issu de l'UPK d'ailleurs, oui. Et le président du Parlement est toujours un sunnite. Quand des mouvements, disons, civils, pour les droits civils, des manifestations comme celle de 2019-2020 à Bagdad se font, c'est très vite rattrapé par le système communautaire et confessionnel. C'est ça. Parce que donc effectivement, à court terme, on voit bien que ça reste compliqué, mais si on regarde des tendances de long terme, sur les 10 dernières années, disons, on voit effectivement que ce mouvement plus séculaire prend de l'ampleur. Ça met du temps, et on ne va pas forcément aboutir à quoi que ce soit rapidement, mais on a des manifestations qui, toutes les quelques années, expriment cette envie de renouveau chez une partie de la population. Donc toutes les tendances existent en même temps, mais elles n'ont pas le même poids au même endroit, au même moment, et c'est ce qui permet de dire que au long terme, on est plutôt sur un regain d'une forme de sécularisme chez une certaine partie de la population. Et puis ceux qui sont toujours ancrés dans ces divisions ethno-religieuses ont de moins en moins d'audience, en tout cas. Ils ont toujours du pouvoir, comme tu l'as dit, c'est institutionnalisé, mais leur popularité est bien moindre qu'avant. Ça, oui, dans la population, oui. Alors malheureusement, il y a un système. Et puis malheureusement, nous avons un système aussi ici à Kurdistan In, c'est que nous sommes limités par le temps pour chaque épisode. Donc Dylan, nous allons continuer cette discussion et sur bien d'autres sujets aussi dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Armange, et à très vite sur Kurdistan In. À très bientôt sur Kurdistan In.